juin 1982. Julio Cortázar est un jeune homme de 68 ans. L'homme de lettres, encensé par la critique, entreprend, avec sa compagne Carole, un voyage digne des grands explorateurs, empruntant les voies doubles d'une autoroute très spéciale qui remonte le temps en sens inverse, l'autoroute de tous les dangers, celle de son dernier roman, Les autonautes de la Cosmoroute. Le projet semble périlleux. Vers quelle contrée s'embarque-t-il? Le fin fond de la Patagonie? Le pôle Nord? Non. Il veut relier Paris-Marseille en camping-car pour une durée d'environ 1 mois en s'arrêtant sur chaque parking sans jamais quitter l'autoroute. Cortázar replante son décor habituel. De toute chose infime naît le mystère. Sur la page de garde de cet ouvrage, Les autonautes de la Cosmoroute, on peut lire: Nous dédions cette expédition et sa chronique à tous les cinglés du monde, et tout spécialement au gentleman dont nous avons oublié le nom et qui au XIXe siècle a parcouru la distance qui va de Londres à Édimbourg en marchant à reculons et en chantant des hymnes anabaptistes. Mercredi 26 mai, arrivée aire du Liard. Il y a un grand champ, des fleurs, des herbes hautes, et tout au bout, nous découvrons une petite plage. Ne pas se baigner, présence possible de crocodiles. Vendredi 4 juin, aire de la forêt. Nous n'irons jamais jusqu'à prétendre que cette expédition, pour aussi risquée et hasardeuse qu'elle puisse être, soit en quelque façon comparable à celle que Werner Herzog imagine dans Aguirre ou La colère de Dieu. Il n'y a ni indiens, ni flèches empoisonnées, et encore moins de singes. Seulement des fourmis. Comme chacun sait, la fourmi est une émouvante bestiole. Le seul ennui, c'est que, comme les nazis et les fanatiques de rock, elle n'arrive jamais seule. Nous avons découvert que les industrieux insectes avaient escaladé les pneus et tout envahi, en légions épaisses. Tandis que quelques 700 soldats essayaient d'en finir avec une plaque de beurre, plusieurs milliers proliféraient du côté du saucisson, des biscuits salés et des 6 bananes achetées le jour même, dans l'espoir de faire un riz à la cubaine Comac. C'est l'homme le plus impressionnant qu'il m'ait été donné de rencontrer. Ses yeux très écartés, comme ceux d'un jeune taureau, étaient tellement obliques et diaphanes qu'ils auraient pu appartenir au diable s'ils n'avaient été soumis à l'empire du cœur. Tel est le portrait que fera Gabriel García Márquez de son ami Julio Cortázar. Sa biographie, Julio Cortázar l'a humoristiquement condensée en quelques lignes pour répondre aux questions d'un critique littéraire. Je suis né à Bruxelles en août 1914. Signe astrologique, la Vierge. En conséquence, asthénique, avec des tendances à l'intellectualité. Ma planète est Mercure et ma couleur le gris, quoiqu'en réalité le vert me plaise. Les parents du petit Julio sont argentins. À 4 ans, avec la famille, il quitte l'Europe et découvre Buenos Aires. Puis après son arrivée en Argentine, le père quittera la famille. Julio, qui n'en parle jamais, ne le reverra plus. Il habite une maison dans le quartier de Banfield, près de Buenos Aires. Nombreuses sont ces nouvelles qui s'inspirent de l'endroit. Il m'arrive parfois de me demander si ces souvenirs d'enfance méritent d'être écrits. S'ils ne naissent pas de la tendance naïve à croire que les choses ont mieux existé quand je les ai mises en mots, afin de les fixer à ma façon, de les avoir là comme les cravates dans l'armoire. Quelque chose qu'on ne pourra pas revivre, mais qui devient alors plus présent, comme si, dans le simple souvenir, une 3e dimension se frayait un passage, une proximité presque toujours amère, mais tellement désirée. Il y avait une espèce de fantastique quotidien dans la maison de mon enfance, dans ce que je voyais, ce que je ressentais tout le temps. Et je me rappelle très bien qu'une de mes premières expériences pénibles d'enfance, ça a été le fait que, quand j'allais à l'école primaire et je parlais avec mes camarades, je m'ai heurté à un mur d'incompréhension et de méfiance dès que je me mettais à leur signaler des choses qui pour moi étaient tout à fait évidentes.
J'avais l'impression qu'ils entraient déjà dans les ornières fixées par une tradition de réalisme, d'acceptation totale de la réalité. J'ai eu toujours une espèce de complicité attendrie de la part de ma mère, qui est une femme d'une grande sensibilité, d'une grande imagination. Elle se rendait parfaitement compte que j'étais un enfant qui traversait certaines portes que d'autres enfants ne traversent pas habituellement. Au lieu de jouer au football comme les enfants de son âge, Julio Cortázar joue avec les mots, les détache de leur utilité pratique, commence à découvrir les palindromes. J'étais un enfant qui était fasciné par le fait qu'en lisant à l'envers une phrase ou un mot, on avait une répétition ou un sens différent. La solidité du monde réel, le petit Julio la trouve dans la boxe. Assis devant le poste de radio, il subit impuissant la tragédie, comme il la nomme, qui se déroule. Dempsey, alors champion du monde, bat Firpo, le champion argentin. 7, 8, 9, out. Toute sa vie, il restera fidèle à cette boxe, dont il apprécie l'art de l'esquive, mais soulignera souvent qu'en écriture, il boxe les mots. Le petit Julio grandit. Sa mère lui fait partager sa passion pour la culture française. La présence de la France chez moi, là-bas, à Buenos Aires, en Argentine, se faisait non seulement à travers la littérature, à travers la langue, se faisait aussi à travers la musique. Des musiciens comme Ravel et Debussy étaient énormément écoutés en Argentine à l'époque, ou Fauré. Le résultat, c'est que tout un esprit qu'on peut appeler français entrait aussi par la voix de l'oreille. Je suis très mélomane et j'ai toujours dit que si, dans le fond, je suis un musicien raté, si j'aurais pu choisir entre la musique et la littérature, j'aurais choisi la musique. Mais ce sont les mots, c'est le langage qui l'a emporté. Il y a une espèce de fatalité, ce qu'on appelle la vocation. En 1931, Julio a 17 ans. Il rentre à l'école normale de Buenos Aires, un établissement fort réputé. Il ne s'y passe rien d'officiellement notable, seulement un malaise particulier qui lui inspirera plus tard une nouvelle, l'école la nuit. 2 élèves qui traînent dans les rues de Buenos Aires décident de faire le mur en sens inverse lorsque tout dort, murmure et se cache. L'idée d'entrer la nuit dans l'école anormale, comme on disait, à la fois pour rigoler et pour d'autres raisons plus solides, c'est Nito qui l'avait eue. Je m'en souviens, à la Perla, près de la gare Once, tandis qu'on buvait un Cinzano-Bitter. Ma première réaction fut de le traiter de cinglé. Pourtant, l'idée me plaisait. Je discutais rien que pour le mettre en rogne, tout en le laissant marquer des points petit à petit. Il me convainquait peu à peu, comme s'il nous avait fallu, avant de finir l'année et de tourner définitivement la page sur l'école, régler un compte avec elle, essayer de comprendre enfin certaines choses qui nous avaient échappé, ce malaise qu'il nous arrivait d'éprouver. Cette légère crampe à l'estomac qui, dès le premier jour, m'avait envahi au moment de franchir la grille rébarbative, derrière laquelle se déployait le péristyle solennel, d'où partaient les couloirs au ton jaunâtre qui menaient aux étages. Le narrateur découvre dans la salle des maîtres une sorte de messe secrète, une nuit de cristal menée par les professeurs les plus abhorrés, les élèves les plus fuyants, tous travestis, maquillage outré et humiliation physique à la clé. Dans ses entretiens avec Omar Prego, Julio Cortázar commente cette nouvelle. Bien que je n'ai eu aucun sens politique à cette époque, je me suis aperçu que le but de cette école était de fabriquer des maîtres et des professeurs d'un modèle typiquement nationaliste, ayant les idées les plus primaires et les plus négatives sur la patrie, l'ordre, le devoir, la justice, l'armée, le civisme. Tout ce qui, dans ma nouvelle, surtout dans les dernières pages, mène à l'idée que dans cette école, on fabrique des fascistes. Julio a 23 ans. Il réussit brillamment son examen de première année à la faculté des lettres. On lui propose un poste dans l'enseignement secondaire qu'il accepte pour ne plus être une charge pour sa mère. Il gagne un village de la province de Buenos Aires.
Quand je m'établis à la campagne, je menais une vie complètement isolée et solitaire. Je résolus ce problème, si tant est que résoudre soit le terme, grâce aux inclinations de mon tempérament. J'ai toujours eu tendance à me replier sur moi-même. Je vivais dans de petites villes où il y avait très peu de gens intéressants, pratiquement personne. Je passais la journée dans une chambre d'hôtel à lire et à étudier. Cela me fut tout à la fois utile et dangereux. Utile en ce sens que je dévorais des milliers de livres, dangereux parce que cela me privait d'une bonne dose d'expérience directe de la vie. En 1946, Perón gagne les élections. Cortázar, qui fait partie des intellectuels anti-péronistes, donne sa démission de l'université de Mendoza, où il était rentré 2 ans plus tôt. Il avouera plus tard n'avoir pas su apprécier la complexité du phénomène Perón et d'être resté obstinément aveugle à cette grande convulsion des masses dans le pays. De retour à Buenos Aires, il trouve un emploi de traducteur. J'avais la chance d'avoir des amis éditeurs qui me donnaient à choisir. Ce qui m'a permis de traduire André Gide, par exemple, Jean Giono, Marguerite Yourcenar. Donc je faisais semblant de gagner ma vie, mais je m'amusais, c'était mon plaisir royal de traduire de grands écrivains. Dans le secret, il écrit beaucoup, brûle beaucoup, il ne se sent pas prêt. Ses pas l'entraînent sur le port de Buenos Aires et bercé par les accents du tango, il met son talent à la disposition des plus obscurs. C'est dans un bureau du port qu'il traduit les lettres que les prostituées reçoivent de leurs marins des 4 coins du monde. Il n'y avait jamais de grande différence dans les cadeaux et les lettres que les filles recevaient de leurs amoureux. Elles réclamaient surtout ces dessous en nylon qu'on trouvait difficilement à Buenos Aires. Et eux accompagnaient leurs cadeaux de messages, presque toujours romantiques, dans lesquels s'insinuaient par-ci par-là quelques références si concrètes qu'il m'était difficile de les traduire à voix haute aux filles. Lesquelles, bien entendu, me confiaient des brouillons pleins de nostalgie, de nuits de bal, de commandes de banilon et de blues couleur tango. Le tango se chante, ça se raconte pas. J'ai toujours pensé que le tango pour les Argentins, c'est un peu ce qu'a pu être la Java pour les Parisiens. Oui. Dans les deux cas, c'est une musique assez canaille, faubourienne, qui raconte les petites misères, les petites douleurs et les joies du peuple qui habite les faubourgs. Il n'est jamais devenu un tango à cravate. La vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Moi, j'aime mieux que la nostalgie, j'ai carrément l'amour. Vous savez que les gens de Buenos Aires, quand ils écoutent les disques de Gardel à la radio ou chez eux, et ça fait, je sais pas, 35-40 ans qu'il est mort, chaque fois qu'ils écoutent un disque, ils disent chaque jour, ils chantent mieux. Un jour qu'il flâne dans le centre de Buenos Aires, il découvre dans une librairie un ouvrage intitulé « Opium, journal d'une désintoxication ». Si le nom des traducteurs lui sont familiers, en revanche celui de l'auteur lui est inconnu. Il s'arrête dans un café et lit d'un trait ce livre qui le fait plonger la tête la première dans la littérature et l'art d'avant-garde européen. Le cubisme, le surréalisme, Crevel, Breton, Roussel, le cinéma d'Eisenstein et de Buñuel, l'étoile de Chirico, Magritte, Delvaux, Dali, tout lui arrive de plein fouet à travers Opium de Jean Cocteau. J'ai senti alors que toute une étape de ma vie littéraire entrait irrévocablement dans le passé et que devant moi s'ouvrait un monde dont je ne comprenais pas très bien encore ce qu'il était. Impatient de la France, il arrive à Paris en 1951.
Je me rappelle très bien que la première chose que j'ai fait en débarquant à Paris, ça a été d'aller à l'île Saint-Louis pour voir l'hôtel de Lausanne, l'hôtel Pimaudan, où habitaient Baudelaire et Théophile Gautier. Vous voyez à quel point je me faisais une idée littéraire. C'était un pèlerinage. Eh bien, il m'a suffi très très peu de temps et une certaine autocritique pour me rendre compte que je mettais les pieds dans une ville vraiment différente. Et au lieu de faire ce qui faisait la plupart des intellectuels latino-américains à l'époque, qui consistait à venir avec sa petite liste d'écrivains à visiter pour faire connaissance, je ne cherchais personne. Tout de suite, j'ai essayé de comprendre Paris par la voie que les Parisiens le comprennent, c'est-à-dire par la voie de l'épicier, du boulanger, du journal, du cinéma. Et tout ça m'a mis brusquement et positivement dans la vérité de Paris. Dans les semaines qui suivent son arrivée en France, son premier recueil de nouvelles, Bestiaire, est édité en Argentine. La publication est plus que discrète, mais c'est un choc parmi le monde fermé des intellectuels qui le découvrent avec bonheur et stupéfaction. Une des nouvelles, Lettre à une amie en voyage, met en scène un homme vivant dans un appartement laissé à sa disposition par cet ami. Le récit de ses avatars est fantastique, à la mode Cortázar. J'ai emménagé chez vous jeudi dernier vers 5 heures, partant de brume et d'ennui. C'est juste entre le premier et le deuxième étage que j'ai senti que j'allais vomir un petit lapin. Je ne vous l'avais encore jamais dit, non pour vous cacher quelque chose, mais parce qu'il est difficile d'expliquer aux gens de but en blanc qu'on vomit de temps en temps un petit lapin. Ne m'en veuillez pas, André, ne m'en veuillez pas. Juste avant de quitter ma maison, à peine 2 jours plus tôt, j'en avais vomi un autre. Et dans ces cas-là, je suis tranquille pour 1 mois et demi même, avec un peu de chance. Le narrateur se trouve au fil des jours confronté à des vomissements de plus en plus fréquents. Une troupe de petits lapins, dansant sous la lune, commence à détériorer systématiquement l'appartement élégant de l'ami en voyage. À travers cet aveu, la nouvelle se révèle être une métaphore parfaite de l'écriture. Écrire un conte bref est un acte en tout point identique à celui de vomir un petit lapin, comme une parole vivante qu'il ne reste plus qu'à accoucher, c'est-à-dire accoucher sur le papier. Encensé dans son pays, inconnu à Paris, Cortázar se confronte au hasard objectif, cher aux surréalistes, et trouve, pour survivre, son premier emploi comme empaqueteur chez un distributeur de livres. Premières années européennes. Opération de charge et décharge et recharge et contre-charge et anti-charge et surcharge. 1953, il épouse Aurora Bernardès. Elle travaille à l'UNESCO, il y devient lui-même interprète. Dans ces années, s'il est solitaire en écriture, il ne l'est pas en société. Chaleureux, aimant le boire et le manger, le jazz et le tango, il a beaucoup d'amis. On dînait très souvent ensemble à la maison, mais on l'attendait parce que du départ de chez lui jusqu'à chez nous, il arrivait des choses insensées. Il te racontait un conte, une histoire de quelqu'un qui s'asseyait, qui sortait, une grosse dame, une petite dame, un chien, etc. Tout pour lui venait une histoire de raconte. Vraiment, on attendait ça comme ça. C'est comme dans certaines histoires isidiques. Disant quelqu'un qui pouvait amener la viande, l'autre amener le vin, l'autre le pain. Et c'est quelqu'un qui ne pouvait rien amener une histoire. Il écrit beaucoup. Ses nouvelles sont publiées à Buenos Aires, à Mexico, à Montevideo, à Madrid, mais pas à Paris. Il lui faudra attendre 1961 pour que soit édité en France son premier roman, Les Gagnants. Le sujet, une loterie à Buenos Aires, une vingtaine de gagnants venus de tous bords qui s'embarquent sur un navire pour une croisière dont personne ne connaît la destination et dont l'arrière du navire est condamné. 2 cas de typhus sont déclarés à bord et le commandant est introuvable. Belle métaphore. Il sentait en lui une tiédeur, une angoisse légère, comme s'il était sur un seuil qu'il n'allait pas pouvoir franchir. Et l'angoisse et la douce tiédeur naissaient de ce qu'on ne pouvait pas le franchir, mais c'était bien ainsi.
malmené, hébété, tous ses papiers en désordre, ses poches décousues et sa chemise sans boutons, secoué par un vent qui lui arrachait des lambeaux de temps, de visage, de vie morte, il en trouverait de nouveau et plus largement la porte infranchissable. C'était à l'époque où Hemingway s'en allait et Borges entrait. C'est au bras de Roger Caillois que Borges est entré en France, c'est lui qui l'a fait connaître. Et par cette porte royale, la littérature du Rio de la Plata a commencé à se faire connaître ici. Le hasard a voulu que moi j'arrive chronologiquement à l'époque où ce phénomène se produisait, cette espèce de mutation dans le goût des lecteurs français. Et évidemment, ça a aidé au fait que tout de suite, Roger Caillois lui-même a pris des nouvelles de moi et les a publiées dans la collection La Croix du Sud. Et j'étais pris dans ce mouvement qui a lancé la littérature latino-américaine en Europe. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. Chaque fois que je me promenais dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires, et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, me situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de Lautréamont, dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique. Buenos Aires est pareil, pour des raisons différentes, dans des endroits différents. Mon rapport avec ces villes, c'est finalement ce qui fait de ces villes une espèce d'extériorisation de ce qu'il y a de plus profond, de plus caché, de plus mystérieux en moi-même, et que je vois dans la ville et qu'elle me renvoie. Il me suffisait de me laisser aller à l'agréable dérive du promeneur qui va au gré des rues préférées, et presque toujours ma promenade aboutissait au quartier des galeries couvertes. Peut-être parce que les passages et les galeries sont depuis toujours ma patrie secrète. Ici, par exemple, le passage Güemes, territoire ambigu où, il y a bien longtemps déjà, je suis allé perdre mon enfance comme un vieux vêtement. Dans les années 30, le passage Güemes, c'était la caverne au trésor où se mêlaient délicieusement la vision du péché et le goût des bonbons à la menthe. Dans cette nouvelle, L'autre ciel, Cortázar nous fait passer par glissement de la galerie Vivienne, dans un Paris de 1870, au cœur du passage Güemes, dans un Buenos Aires de 1930. Les deux lieux et les deux époques sont unifiés par le « je » du narrateur qui court à travers tout le récit. Tous les débuts de mes nouvelles, de mes contes, se basent toujours sur un petit épisode quotidien. Ce petit épisode met en marche ce qu'on pourrait appeler l'irruption du fantastique.
Si on commence par accepter le fantastique, c'est une façon de lui ouvrir la porte. Alors lui, il vient. Dans ce sens-là, on ne le recherche pas, mais on l'invite. Et je crois que j'ai passé ma vie à inviter le fantastique à entrer. Et il l'a fait souvent. Vous savez, c'est pas un paradoxe ni une fausse modestie, mais si bien je crois être l'auteur de mes romans, je suis pas très sûr d'être l'auteur de mes nouvelles. Il fut une époque où je pensais beaucoup aux axolotes. J'allais les voir à l'aquarium du Jardin des Plantes et je passais des heures à les regarder, à observer leur immobilité, leurs mouvements obscurs. Et maintenant, je suis un axolote. Ce furent les pattes qui me fascinèrent. Des pattes d'une incroyable finesse terminées par de tout petits doigts avec des ongles. Absolument humains, sans pourtant avoir la forme de la main humaine. Mais comment aurais-je pu ignorer qu'ils étaient humains? C'est alors que je découvris leurs yeux, leur visage. Un visage inexpressif, sans autre trait que les yeux, deux orifices comme des têtes d'épingle, entièrement d'or transparent, sans aucune vie, mais qui regardait et se laissait pénétrer par mon regard, qui semblait passer à travers le point doré et se perdait dans un mystère diaphane. Dans cette nouvelle, l'homme, fasciné, n'a cessé de revenir jusqu'à ce que la situation bascule et qu'il pénètre dans l'aquarium. En réalité, je ne suis allé qu'une fois regarder les axolotes. À un moment donné, subjugué, j'ai été pris de panique et je me suis enfui. C'est sans doute ridicule, mais absolument exact. Et je ne suis jamais retourné à l'aquarium du Jardin des Plantes. Moi, je crois que le fantastique n'est pas le contraire du réel, n'est pas le contraire du vrai, comme on a tendance à croire. Moi, je pense que le fantastique est une des modalités de la réalité et que n'importe qui a un peu d'imagination et de sensibilité trouve le fantastique dans le coin des rues. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles. Tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes y luego algunas caen y otras quedan y los colores se van combinando. Y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ce personnage de l'homme à l'affût est inspiré de Charlie Parker, un musicien que Cortázar n'a pas connu, mais qu'il admire beaucoup. Le narrateur évoque une séance de répétition où Johnny, le double de Charlie Parker, joue encore avec le temps. C'était en 49 ou 50, bien avant que Johnny ne vienne à Paris. Il était alors en très grande forme et j'étais allé à la séance d'enregistrement rien que pour le plaisir de l'entendre, lui et Miles Davis. Ils avaient très envie de jouer, ils étaient tous contents, bien habillés. Je me souviens de ça sans doute par contraste. Johnny est tellement sale et dépenaillé à présent. Ils jouaient avec plaisir, sans impatience, et l'ingénieur du son faisait des signes approbateurs derrière sa vitre comme un babouin satisfait.
Et tout d'un coup, au moment où Johnny semblait perdu dans sa joie, le voilà qui s'arrête et donne un coup de poing à Miles en disant « Ça, je suis en train de le jouer demain ». Les gars sont arrêtés net. Johnny se frappait le front et répétait « Ça, je l'ai joué demain !»« C'est horrible, Miles !» O sea que para mí el cuento lo he visto siempre como una esfera, es decir, es una forma cerrada y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. En cambio la novela la veo como un árbol, si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar, la rama a su vez se divide en subramas. Entre ciel et terre, Marel, son livre phare, bouscule les conventions littéraires, désécrit le roman, détruit la littérature, brise les habitudes. Marel est un puzzle livré avec mode d'emploi, un puzzle fait de pages numérotées dont chaque chapitre est interchangeable au gré du lecteur. Un livre interactif, pourrait-on dire. Carlos Fuentes dira que Marel est à la prose de langue espagnole, ce qu'Ulysse de Joyce est à la langue anglaise. Allais-je rencontrer la Sibylle? Il m'avait tant de fois suffi de déboucher sous la voûte qui donne quai Conti en venant de la rue de Seine pour voir, dès que la lumière cendre-olive au-dessus du fleuve me permettait de distinguer les formes, sa mince silhouette s'inscrire sur le pont des Arts, parfois allant et venant, parfois arrêté contre la rampe de fer penchée au-dessus de l'eau. Et c'était tout naturel de traverser la rue, de monter les marches du pont, d'entrer dans sa mince ceinture et de m'approcher de la Sibylle qui souriait sans surprise. Vous écrivez en espagnol? Oui, j'écris en espagnol, oui, j'écrirai toujours en espagnol. Même vos livres qui paraissent... parce que vous pourriez écrire. Quelques lettres en Je vous ai entendu dire que vous pouviez écrire en français. Oui, 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 quand je réponds aux percepteurs des impôts. Non, pas seulement là. Pas seulement là. Non, non, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non. Cortázar détesta toute sa vie ce qu'il appelait l'esprit de sérieux. Illustration du sérieux pas sérieux, il inventa les chronopes et les fameux. La grande qualité des chronopios, c'est qu'ils se laissent difficilement traduire. Les chronopes sont, si vous voulez, l'affranchi, le poète, l'homme qui va à l'encontre des lois, tandis que ce que j'appelle les fameux, c'est par exemple les gérants de la banque ou les chefs d'entreprise, oui. Vous voyez le genre. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui fait le chronopio est tout de suite censuré, réprimé par les fameux. Et les chronopes sont en train de crever tout ça dans la plus grande innocence. Quand le chronope se brosse les dents et laisse tomber sa pâte dentifrice dans la rue, abîmant ainsi les chapeaux des fameux, ceux-ci s'indignent de cette incroyable inconscience du chronope et montent en délégation protester pour leur chapeau. Mais ils ajoutent en outre qu'il ne faut pas ainsi gâcher la pâte dentifrice. Cuba, 1959. Fidel Castro, Che Guevara et les Barbados réussissent à chasser du pouvoir le dictateur Batista. 2 ans plus tard, des réfugiés anticastristes, aidés par les Américains, tentent un débarquement depuis Miami. Au lieu-dit la baie des Cochons, ils échouent lamentablement. À la fin de cette année-là, Julio Cortázar arrive à Cuba et c'est le choc. La révolution cubaine m'a montré alors, et j'en ai cruellement souffert, le grand vide qu'il y avait en moi. Là, j'ai découvert tout un peuple qui avait été humilié au cours de son histoire. Des dirigeants politiques aux paysans, des responsables de l'alphabétisation aux coupeurs de canne à sucre, tous découvraient qu'ils étaient des individus ayant une fonction à remplir.
Ce voyage a des répercussions sur son œuvre. La nouvelle, qui s'intitule « Réunion », avec pour narrateur un double du Che Guevara, n'aurait sans doute pas pu être écrite s'il était resté à Paris ou à Buenos Aires. Plus bas, on recommençait à se battre, mais le campement était momentanément à couvert. On peut soigner les blessés, se baigner à la cascade, dormir, surtout dormir. Mais comme l'asthme est ma maîtresse, et qu'elle m'a appris à employer mes nuits, je suis resté près de Luis, qui ne s'appelait pas Luis, mais nous avions juré d'oublier nos vrais noms jusqu'au moment venu. Luis, appuyé au tronc d'un arbre, fumant en regardant le dessin des feuilles contre le ciel, et entre les silences, on se racontait ce qui s'était passé depuis le débarquement. Mais surtout, nous parlions du futur, de ce qui allait se passer quand il nous faudrait passer du fusil au bureau plein de téléphones, de la montagne à la ville. Je voyage beaucoup en Amérique latine, mais pas par curiosité, par ce qu'on appelle engagement. Vous savez bien, les intellectuels n'ont pas beaucoup d'armes, mais ils font parfois un pont entre eux et les lecteurs. Donc, j'essaye d'établir des ponts entre moi et mes lecteurs dans de différentes langues pour leur montrer ce qui se passe, surtout dans cette partie qu'on appelle le cône sud de notre Amérique latine, où un fascisme s'est implanté, installé, pris racine au Chili, en Argentine, en Uruguay, en Paraguay, la liste est longue. Très dernièrement, j'ai vu à Paris une affiche où l'on voit l'image du général Pinochet avec ses lunettes de soleil. Alors il y a Hitler sur une des verres, Mussolini sur l'autre, et en dessous c'est écrit, très bien à mon avis, ça dit « l'héritier, aujourd'hui il est chilien, mais demain, point de suspension ». C'est pour des choses comme ça, pour le destin d'un peuple latino-américain que j'aime et pour lequel je lutte, que j'ai donné le montant du prix Médicis pour la cause de la résistance chilienne. Dans ce livre, des réfugiés latino-américains, Marcos, Andrés, Susana, préparent une vie mode d'emploi destinée à un enfant, Manuel, qui vient de naître. Ce livre politique n'est jamais politiquement correct. On s'interroge sur le pourquoi de l'indéniable puritanisme de toute révolution. Demandez à Marcos s'il abandonnera mère des putains de tasseurs s'il a un jour un poste de commandement officiel, simple analogie bien sûr. Il ne s'agit pas de gros mots, mais de ce que bat derrière le dieu des corps, le grand fleuve chaud de l'amour, l'érotique d'une révolution qui un jour aura à opter pour une autre définition de l'homme. Parce que pour l'instant, l'homme nouveau a une tête de vieux dès qu'il voit une mini-jupe ou un film d'Andy Warhol. J'ai fait une activité, si vous voulez, politique ou idéologique. Et en même temps, je continuais à écrire des livres qui étaient, si vous voulez, de la littérature pure, comme c'est le cas de Marel, qui est, dans mon esprit, un livre plutôt métaphysique. Alors après, et c'est le cas du livre de Manuel, je me suis posé le problème s'il ne serait pas possible d'établir une certaine convergence, et surtout sans sacrifier la littérature, parce que je tiens à ça, essayer quand même de faire d'un livre un instrument de combat, mais pas dans le sens usuel, c'est-à-dire asservir la littérature, la faire devenir simplement un véhicule de ce qu'on appelle le message. Parce que je crois qu'à ce moment-là, et le message et la littérature sont perdants. L'un des meilleurs exemples de la force de son art est sans doute la nouvelle « L'Apocalypse » de Salantinam. Le narrateur, double de Cortázar, vient passer quelques heures avec des amis dans une île, Solantinam, au large du Nicaragua. Il est fasciné par des tableaux peints par des paysans de la région. Regard limpide de celui qui décrit son alentour comme un champ de louanges. Vache naine dans un champ de coquelicots, la hutte de sucre d'où sortent les gens fourmis, le lac avec des bateaux grands comme des souliers et à l'arrière-plan, un poisson énorme qui rit de ses lèvres couleur turquoise. Il photographie chaque tableau et quelques semaines plus tard, de retour à Paris, bien installé dans son fauteuil,
le narrateur regarde ses diapos sur un écran en maniant le bouton de la télécommande. Il s'attend à regarder les tableaux qu'il a aimés et à la place, il voit sans comprendre. Un garçon au visage large et lisse comme agrandi de surprise incrédule. Tandis que son corps basculait en avant, le trou au milieu du front bien visible, le revolver pointant encore la trajectoire de la balle, les autres à côté avec des mitraillettes. Stupidement, je me suis dit qu'ils avaient dû se tromper au labo. Me donner les photos d'un autre. Pourtant, il continue. Les images qui défilent sont terrifiantes. Malade, il éteint tout. Juste avant la nuit, son amie arrive. Elle voit l'installation et veut regarder les photos. Le narrateur se réfugie dans la cuisine pour lui préparer un verre. Il ne peut pas revenir près d'elle avant la fin de la projection. Quand il revient, elle le complimente sur ses photos très réussies, surtout celle des vaches naines dans un champ de coquelicots. Sans la regarder, j'ai attrapé mon verre que j'ai bu d'un trait. Je ne lui dirai rien. Que pouvais-je dire à présent? Mais je me rappelle avoir vaguement pensé à lui demander une bêtise. Lui demander si elle n'aurait pas vu des fois une photo de Napoléon à cheval. Mais je ne lui ai rien demandé, bien sûr. 15 mois après le coup d'État au Chili, Julio Cortázar participe en 1975 à Bruxelles à la 2e session du tribunal Roussel portant sur la répression en Amérique latine. Au lendemain, il écrit un livre, bande dessinée, tragique et désopilant, Fantomas contre les vampires des multinationales. Le narrateur, sortant du tribunal et avant de rencontrer un fantomas politisé, se balade dans Bruxelles en regardant les filles belges qui, comme toutes les filles du monde, sont éminemment regardables et admirables. Il arrive à la gare et veut acheter des journaux. Madame, je ne vois que des publications mexicaines. On n'y peut rien, dit la dame d'un air résigné. Il y a des jours où c'est n'importe quoi. Ben, c'est impossible. Vous vous moquez de moi, vous avez caché les journaux belges. Ah, merde alors, dit la vieille. Ne me faites pas le coup des réclamations. Je pense que le concessionnaire me livre. J'ai assez de problèmes avec les varices. C'est mon mari qui a attrapé la radioactivité à cause des merlus pollués. Alors moi, madame, si je veux m'informer sur le marché de l'histoire avant d'arriver à Paris, je dois me farcir un journal aztèque. Écoutez, monsieur, l'histoire, c'est comme le beefsteak frites, hein. On le commande n'importe où et il a toujours le même goût. Bien entendu, le livre qui se termine sur les conclusions terrifiantes du tribunal Roussel est surtout un mea culpa des intellectuels qui se préoccupent davantage d'art et de culture plutôt que des misères quotidiennes des peuples. Juillet 1979, Nicaragua. Les sandinistes renversent le dictateur Somoza. Le refus de tomber dans les schémas d'un dogmatisme marxiste enthousiasme Julio Cortázar. J'ai jamais vu un peuple où la clémence par rapport à l'adversaire vaincu est touchée à des niveaux qui parfois semblent incroyables. Vous savez très bien qu'il n'a pas eu d'exécution au Nicaragua. J'ai assisté à des procès. Jamais j'ai vu des garanties pour ce qui concerne les droits humains de l'accusé, comme j'ai vu dans ce tribunal populaire de Nicaragua où tout le monde peut assister d'ailleurs. Julio Cortázar fait de fréquents séjours au Nicaragua avec Carole, sa dernière compagne. Il devient une sorte de voyageur de commerce de ce petit peuple. C'est entre deux voyages qu'ils entreprennent leur expédition sur les parkings de l'autoroute Paris-Marseille. Puis, de retour au Nicaragua, Carole tombe malade. Malgré sa jeunesse,
malgré sa volonté de vivre, elle meurt quelques semaines plus tard. Trompant son chagrin, Rulio met toute son énergie à terminer leur livre commun, Les Autonautes de la Cosmoroute. Tout comme je lui dois le meilleur de mes dernières années, je lui dois de finir seul ce récit. Je sais bien, Oursine, que tu aurais fait la même chose si c'était moi qui avais dû partir le premier. Et je sais que ta main écrit, unie à la mienne, ces derniers mots, où la douleur n'est pas, ne sera jamais plus forte que la vie. Julio Cortázar reprend la route. Militant, écrivain, poète. En France, après plusieurs refus, on lui accorde la nationalité française qu'il réclamait depuis des années. Je vis en France depuis 30 ans et mon statut d'étranger m'a obligé, comme c'est normal, à rester en marge des affaires politiques du pays. Et si cela est possible au début, quand on est vraiment étranger au pays, cela devient pénible et humiliant quand on a vécu 3 décennies en France et on ressent la nécessité et le droit de manifester ouvertement ce qu'on préfère et ce qu'on récuse. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza, para beber tu vino negro medias noches. Buenos Aires. Raúl Alfonsín restaure la démocratie. Julio Cortázar, après des années d'interdiction, peut enfin retourner dans son pays. Malade, il est atteint de leucémie. Il sait que c'est son dernier voyage. De retour en France, avec son ami Luis Tomasello, il conçoit le livre « 10 et noir ». Une dizaine de sérigraphies et un poème, dont certains vers sont prémonitoires. Cheval noir des cauchemars, âge du sacrifice, encre de la parole écrite, poumon de celui qui dessine, sérigraphie de la nuit, 10 et noir, roulette de la mort qu'on joue en vivant. Ton ombre attend derrière toute lumière. La dernière fois que je l'accompagnais à l'hôpital, il était dans son appartement. Il s'assoyait toujours dans un fauteuil noir, à côté des livres et à côté de toute la musique, parce qu'il aimait beaucoup la musique. Et elle dit, si cette match était à 7 rangs, je la gagne, mais à 12, je ne crois pas. Il aimait beaucoup la boxe, non? Alors il s'est levé, il est allé à la porte, il s'est mis sa casquette, il a regardé tous les livres et tout cela pour qu'il pensait qu'il ne rentrerait plus. Effectivement, il n'a pas rentré à son appartement. Julio Cortázar meurt le 12 février 1984. Quelque temps avant, il avait écrit « Le futur de mes livres ou des livres d'autrui est le cadet de mes soucis. Un véritable écrivain est quelqu'un qui tend l'arc à fond tandis qu'il écrit, et qui le suspend ensuite à un clou pour aller boire un verre avec ses amis. Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza, para beber tu vino negro medias noches. Y extraño las esquinas con almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos, la cruz